Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le ministre d'État Simon Compaoré déplore l'absence des responsables Koglu-Weogo de Léo, pourtant invités à prendre part à une rencontre ce matin à Ouagadougou. À ceux qui étaient présents, le ministre en charge de la sécurité a rappelé les lois et les règlements qui régissent un état de droit. Le point dès le début de ce journal. Demain, 8 mars, à l'instar de la communauté internationale, le Burkina Faso célèbre la femme. La 159e journée à elle dédiée se décline sur plusieurs activités au Burkina. Leur savoir-faire est magnifié à travers des foires d'exposition. Nous nous sommes intéressés à quelques femmes qui sont soucieuses de la préservation de l'environnement et des générations futures. Avec Madame le ministre en charge de la promotion de la femme, on en saura davantage sur la commémoration du 8 mars 2016. La battue, l'évoquer, rappelle bien de souvenirs à plusieurs d'entre vous. Elle est encore pratiquée dans nos régions comme à Tougan où s'est déportée une équipe de reportage. Cette chasse traditionnelle, vous le verrez, est loin d'avoir perdu son sens d'antan. Une journée de battue, c'est à suivre dans ce journal. Simon Compaoré face aux responsables Koglu-Weogo, c'était ce matin dans son cabinet à Ouagadougou. Ceux de la commune de Léo n'ont pas répondu à l'appel. Par contre, ceux de la Nyanya ont été édifiés sur les lois et les règlements qui régissent la vie de la République. Simon Compaoré a déploré l'absence des responsables Koglu-Weogo de Léo qui étaient attendus sur la séquestration du catéchiste de Boutchourou. Jean-Eudes Bayala, Ini Walkoy, Janine Kambiré nous font le point. Les responsables des Koglu-Weogo de la Nyanya sont venus répondre à la convocation du ministre en charge de la sécurité. Quant à ceux de Léo convoqués pour s'expliquer sur l'affaire de la séquestration du catéchiste, ils n'ont pas répondu à l'appel. Pour Simon Compaoré, il est nécessaire, voire impérieux, que ces structures se fassent connaître dans leur ressort territorial. Il n'est pas passé par 4 chemins pour rappeler les Koglu-Weogo à l'ordre sur d'éventuelles dérives. Jamais il ne sera accepté que des structures puissent outrepasser ce que la loi puisse faire, ce que la loi n'a pas prévu, à savoir légiférer puisqu'on fixe même des amendes, ce qui n'est pas normal, et ça ne peut pas être toléré dans la République. Et si on en arrive à ce niveau, il n'y a plus d'État. On ne doit pas porter des sévices sur quelqu'un jusqu'à ce que, quelquefois, même mort s'ensuive. Les représentants des Koglu-Weogo disent mesurer l'ampleur de pareils actes et apprécient cette rencontre à sa juste valeur. Ils s'engagent à remettre aux forces de défense et de sécurité les butins retirés des mains des délinquants. Ils entendent aussi prendre leurs responsabilités pour enrayer de leur rang les fauteurs de troubles. C'est ça que le gouvernement disait, qu'il va nous encadrer. Pour que ça ne sera pas nous qui va juger et donner des choses. Nous sommes d'accord. Tout ce que nous on voulait, c'est le volet là seulement, on voulait que le volet finisse. À notre zone. Notre zone là, c'est zone rouge. Nous appelons là-bas zone rouge. Même si on voulait affecter quelqu'un là-bas, que ce soit enseignant là, ça pose problème. En attendant de connaître les raisons pour lesquelles les Koglu-Weogo de Léo ne sont pas au rendez-vous, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure affirme qu'on ne doit pas jeter l'anathème sur l'ensemble des Koglu-Weogo. Selon lui, ils sont des initiatives locales de sécurité et prévoit dans les prochains jours effectuer une sortie sur le terrain pour les rencontrer. L'objectif est de les sensibiliser et d'encadrer leurs actions afin que celles-ci soient en conformité avec les valeurs de la République. Renforcer la gouvernance est l'un des axes de la coopération établie entre la Confédération helvétique et le Burkina Faso. Au palais de Kosiam, le chef du département fédéral des affaires étrangères de cette confédération annonce que la coopération sera renforcée dans plusieurs domaines. Écoutez-le. Nous avons par le passé eu un partenariat très étroit en matière de développement dans l'éducation, dans la démocratisation également, dans la question de la décentralisation, de la gouvernance, aussi dans le développement rural. Nous souhaitons maintenir ces partenariats et notamment développer en particulier les accents liés à la jeunesse. Je pense à la formation professionnelle.
mais aussi à la prévention de l'extrémisme violent. Et puis, faire en sorte que, de manière générale, l'éducation se développe tout en tenant compte des réalités de la possibilité de travailler par la suite. Nous avons pu également faire le point avec le ministère des Étrangers et avec le président sur les relations que nous avons où nous pourrions augmenter encore le partenariat. Je pense par exemple aux différents dossiers relatifs aux droits de l'homme dans les industries extractives et tout spécialement dans la question de l'or. Et je pense également aux collaborations dans les questions multilatérales avec le soutien mutuel. Voilà des propos rapportés pour nous par Amadou Ilboudo et Hortense Evelyne Yelemou. Ouvrons à présent la page réservée à la commémoration de la 159e journée internationale de la femme. Le thème national fait la part belle à l'agriculture familiale et s'il y a des femmes dont l'activité permet de booster les productions végétales, c'est bien celles installées à Camboinsin. Dans cette banlieue de la capitale, elles produisent du biofertilisant et cela dure depuis 2 ans. Allons à leur rencontre à travers ce reportage signé de Amadou Ilboudo et Viviane Tchendrebego. Les unes vannent, les autres pétrissent, malaxent, à la main et à la machine. La matière qu'elles travaillent est organique. La dernière étape de la production est le séchage grâce au soleil et à ce dispositif. Nos matières premières, c'est les résidus végétaux et puis la digestion animale. Nos riches, ça rétablit le sol et si ça donne une bonne récolte. Cet engrais que les femmes produisent à Camboinsin est breveté. Nous avons bénéficié de l'appui de l'API qui nous a donné un brevet pour la qualité de ce produit-là. Là, personne n'a le droit de copier exactement la formule que nous faisons, de copier exactement la méthode dans laquelle nous passons pour procéder à ce type d'engrais. Nous faisons les analyses au niveau du BUNASOL, le Bureau national des sols, qui contrôle la qualité de tous les engrais au niveau national, qui certifie que les produits que nous sortons sont des produits de qualité, sont adaptés pour nos cultures. Elles sont une trentaine de femmes reparties en 2 groupes à travailler pour maintenir la qualité de cet engrais naturel. Parmi nous, il y a des veuves. Il y a des gens, ils n'ont même pas d'aide. Mais à cause de ça, on s'en sort vraiment. Les femmes travaillent, elles sont ponctuelles, elles sont courageuses. Et puis bon, le produit que nous souhaiterons avoir, dès que les consignes sont données, elles les respectent. Dans cette unité de production, les quelques hommes qui y travaillent s'occupent de la manutention, du conditionnement de l'engrais et de l'entretien des machines. Pendant que les femmes travaillent, les promoteurs recherchent des débouchés pour écouler ces biofertilisants. Si le gouvernement pouvait nous soutenir à nous accepter nos produits, pour nous encourager aussi à bien faire. Nous voulons solliciter le ministre de la Femme là, de venir nous encourager, de venir jeter ce qu'on fait ici à Camboinsin. Marie Bougma et ses collègues l'avouent, elles ne fêtent pas le 8 mars, mais elles espèrent que l'élan que la célébration suscite leur permettra cette année de mieux écouler leurs biofertilisants. Et la journée de la femme devrait aussi offrir des perspectives aux vanneuses de Dissine. Nous avons pour notre part opté de mettre en lumière leur bravoure à travers une activité que certaines mènent depuis plus d'une 50aine d'années. La vannerie est le gagne-pain de ces femmes vivant avec un handicap et qui ont choisi de tourner le dos aux préjugés. C'est un dossier que signent Idrissa Warga et Amadou Lougué. C'est à l'ombre de cet arbre qu'elles se retrouvent chaque matin, unies par le même travail, la vannerie. Ces dames ont appris très tôt à confectionner les paniers et elles en ont fait aujourd'hui un gagne-pain. Elle a commencé, ça vaut 50 ans et plus. Elle repart son vélo avec ça. Elle paye la scolarité des enfants. C'est avec ça elle se nourrit. Si ces femmes ont décidé de se battre ensemble, c'est parce qu'elles partagent un dénominateur commun. Elles vivent toutes avec un handicap, mais tentent de s'adapter grâce à leur savoir-faire.
Bon, à Kourouza, avant, elles avaient honte. Elles pleuraient même. Bon, chacune se dit que c'est elle seule qui est handicapée. Mais quand elles se sont rendues compte qu'elle n'est pas la seule, elles se retrouvent en groupe comme ça, elles sont contentes. Se regrouper pour exercer le même métier est devenu pour ces femmes une source d'espoir. Ailleurs, beaucoup auraient opté pour la mendicité, mais ici la pratique est contraire à la culture d'Agara. La coutume n'aime pas que tu sors comme ça mendier. Au lieu de chercher quelque chose de toi-même, tu sors pour mendier. Quand tu te débrouilles, une personne vient trouver que celle-là, elle n'a pas les moyens et elle veut progresser, on peut t'aider. Pour ces femmes, le handicap n'est donc pas une fatalité. Chacune forge son destin dans la vannerie. Personne ici n'a connu les chemins de l'école. Avant, il n'y avait pas de vélo. Elle rampait à terre. Donc les parents ont trouvé que si vous la mettez à l'école, qu'est-ce qu'elle va foutre pour vous? Qui va l'amener à l'école et la ramener? Que c'est à cause de ça? Avant, elle ne partait pas. On ne les a pas inscrits à l'école. La vannerie à Dissine semble être l'occupation principale de toutes ces personnes vivant avec un handicap moteur. Et cette activité est rendue possible grâce à la détermination de la mission catholique de Dissine. Cette activité a commencé par une de nos sœurs européennes qui était là au début de la mission. Elle a initié cette œuvre. Mais avant, comme activité en tant qu'élève à l'internat ici, les sœurs nous apprenaient à travailler de nos mains. Et c'est de fil en aiguille, par ce travail-là, qu'on est débouché sur ces paniers-là. Nos parents faisaient les paniers, mais nous avons appris et on a amélioré. Ici, tout se fait à la main. Pour tisser un panier comme celui-ci, il faut 3 jours. Le coût unitaire de ces produits va de 300 à 3000 francs CFA. À Dissine, les femmes vivant avec un handicap moteur exercent toutes un métier et gagnent leur vie à la sueur de leur front. Cette mentalité a atteint également les villages environnants. Dans Sebla, 11 km de Dissine, Chantal Somda a perdu assez tôt l'usage de ses membres inférieurs. À 53 ans aujourd'hui, elle n'a connu que la vannerie comme source de revenus. La vannerie m'aide à acheter du savon, du bois de chauffe et bien d'autres choses. Dans le village voisin, Justine Dabiré arrive aujourd'hui, grâce à la vannerie, à prendre soin de son enfant. Et mieux, c'est elle qui scolarise les 2 enfants de son défunt frère. Ces enfants ont perdu leur père et leur mère s'est remariée, donc c'est moi qui les prends en charge. Dans cette partie de Burkina Faso, la poliomyélite a eu raison de la plupart de ces personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, les campagnes de vaccination à répétition comme ici veulent donner une chance à ces enfants pour qu'ils ne subissent pas le même sort que leur maman. Les services de l'action sociale de Dissine enregistrent plus de 120 personnes vivant ici avec un handicap moteur, dont la plupart vivent des vanneries. Mais aujourd'hui, la menace est réelle. La matière première qui est la paille se raréfie. Les feux de brousse ravagent tout sur leur passage. Et à Ouagadougou, plusieurs activités se mènent depuis le début du mois de mars pour marquer cette fête de la femme. C'est le cas des foires installées sur les sites du CIAO et à la Maison du Peuple. Seul bémol, les stands sont encore déserts et les clients rares. Pourtant, les produits proposés vont du textile à l'alimentaire en passant par la transformation agricole. Kwale Nebié et Oumou Sissé y ont fait un tour. Voici leur constat. Comme Binta Savadogo, elles sont plus d'une 50aine d'exposantes, les unes au siège du FESPACO et les autres à la Maison du Peuple. 2 fois différentes, mais avec le même objectif. Permettre aux femmes de faire de bonnes affaires à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Au-delà de la partie festive là, toutes celles qui ont pris des stands, on leur permet de vendre vraiment pour essayer de surpasser le volet festif d'Andjoba et autres. C'est une période où vraiment la femme doit prendre conscience
dans ce village que c'est pas seulement le Djandjoba qui doit être vraiment à la une pendant le 8 mars, mais une prise de conscience sur le volet économique, les activités économiques, un peu des échanges, de jumelage avec les femmes qui sont venues des autres pays. Des produits agroalimentaires, des tenues en basin et en faso d'Anfani, des perles. Les articles sont variés à ces deux foires, mais les clients, eux, se font toujours attendre. Apparemment, les gens ne sont pas au courant qu'il y a une exposition vente ici. On s'est quitté au Sénégal pour venir à la foire du 8 mars là. Mais c'est pas comme avant. Mais nous, on dit Dieu merci. Parce que le temps là, c'est dur. Tout le monde sait que le temps là, maintenant, c'est partout. C'est la crise mondiale. Ces foires qui accompagnent la célébration de la 159e journée internationale de la femme refermeront leurs portes demain à la fin de la journée. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre département a initié la foire qui s'est implantée sur le site du FESPACO. Alors, on l'a vu. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer la timidité des clients et des festivaliers? Merci. Je crois que le reportage que nous venons de voir a un peu illustré ce fait, qui s'explique par le fait que d'abord nous avons plusieurs sites d'exposition. Il aurait peut-être été mieux que ce soit en un seul espace que tous ces exposants et toutes ces exposantes puissent se retrouver. Également, on a parlé aussi de la cherté de la vie qui n'a pas permis à certains de pouvoir y faire un tour pour s'acquérir de quelques souvenirs. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes autour du port du faso d'Anfani qui a été préconisé par le gouvernement de la transition et soutenu par le gouvernement de Thiéba. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation avec notamment l'importation des pagnes du 8 mars? Merci, c'est vrai. Le gouvernement de la transition a, lors de son conseil de ministres du 2 septembre 2015, encouragé au port du faso d'Anfani comme tenue officielle de cérémonie, donc tenue officielle de la Journée internationale de la femme. Et le gouvernement de son Excellence Paul Kaba Thiéba a soutenu cette vision et nous avons encouragé donc au port du faso d'Anfani le 8 mars. C'est vrai, nous avons assisté à l'importation de pagnes industrielles 8 mars à côté de ces pagnes tissées par nos braves mères, sœurs et filles. Bon, à ce niveau, au début, il y avait quelques soucis de la part des tisseuses, mais comme je l'ai dit, lorsqu'on privilégie le dialogue, on finit toujours par se comprendre. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec le groupe des tisseuses, en collaboration avec le département de l'industrie et du commerce. Donc nous avons pu nous comprendre. Le fait est qu'il a manqué seulement une petite mesure pour protéger et sécuriser cette décision. Et donc c'est ce qui sera fait pour les années à venir, je suppose. Tout à fait. Donc cette année, il a été difficile donc de prendre cette mesure-là, mais les dispositions sont prises pour pouvoir sécuriser les tisseuses pour que l'année prochaine, on n'assiste pas à l'importation de pagnes industrielles pour le 8 mars. D'accord. Alors demain, 8 mars, clou donc de la commémoration de la journée de la femme. On a entendu dire qu'il fallait se départir de tout ce qui est réjouissance, communément appelé Djandjoba. Concrètement, comment va se passer la journée de demain ici? Merci. Pour ce qui concerne les réjouissances, vous savez, une fête, nous la vivons différemment. Il y en a qui peuvent décider de ne pas fêter, il y en a qui vont décider de fêter sobrement, tandis que d'autres vont choisir de fêter avec extravagance. Pour nous, le plus important n'est pas les festivités telles que les Djandjoba, mais nous avons plutôt privilégié les réflexions. Qu'est-ce qui peut nous amener à changer la condition de la femme de façon fondamentale? Mais pour ce qui est du clou de la cérémonie demain, nous allons assister sur l'avenue de l'Indépendance à la cérémonie officielle de la 159e édition de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso.
Et nous aurons donc, comme au menu, il y aura la parade, et les défilés, les discours de la patronne de la cérémonie, des parrains de la cérémonie, de la ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, le message des structures associatives. Nous aurons des décorations, des médailles seront décernées aux personnes que nous avons pensées ont marqué la vie des femmes. Et voilà un peu, il y aura une animation musicale comme en Afrique. La fête aussi rime avec musique. Et après, est-ce qu'il y aura un repas justement qui est prévu pour les femmes qui sont venues, je suppose, d'autres villes environnantes à Ouagadougou? Ou bien après la cérémonie, tout le monde rentre chez lui? Voilà, après la cérémonie, tout le monde rentre chez lui parce que le gouvernement de son Excellence Paul Kaba-Thiéba a décidé de réduire un peu le train de vie de l'État, et donc nous avons essayé de voir comment, pour des contraintes budgétaires, ne pas trop nous étendre sur le côté festif. Alors Madame le ministre, il y a aussi le débat autour de la commémoration tournante du 8 mars. Les années antérieures, cela se passait dans différentes régions. Aujourd'hui, quelle est la position définitive du gouvernement sur cette question-là? Bon, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une position définitive, mais nous avons marqué quand même un arrêt, parce que dans tout ce que vous menez comme activité, il est bon à un moment donné de faire une halte et d'essayer de voir ce que vous étiez en train de faire, que vous faites. Est-ce que vous pouvez continuer dans cette lancée ou est-ce qu'il faut un recadrage? Donc nous avons donc marqué cet arrêt-là pour pouvoir passer en revue les années que nous avons eu à faire le système tournant et voir quel impact cela a sur la manifestation que nous organisons. Donc les conclusions de cette réflexion nous permettront soit d'arrêter définitivement ou de reprendre le système tournant de la célébration du 8 mars. Merci beaucoup, Madame le ministre en charge donc de la promotion de la femme. Vous étiez sur ce plateau pour parler de la commémoration de la 159e journée internationale donc de la femme. Et puis ce communiqué, à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la femme placée sous le haut patronage de Madame Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Les personnalités invitées sont conviées demain mardi 8 mars à 7h sur l'avenue de l'Indépendance, et l'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30 selon le directeur général du protocole d'État. Suite de cette édition, le système éducatif burkinabé est autopsié depuis ce matin à Ouagadougou. Les parties prenantes sont en discussion dans la capitale avec pour feuille de route de déceler les maux qui entravent le fonctionnement normal de l'éducation. Plus de précisions dans ce compte rendu signé de Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Le système éducatif au Burkina à la croisée des chemins. S'il est vrai que les acquis sont nombreux, il est également établi que des insuffisances persistent et entravent l'atteinte des résultats escomptés. Afin d'envisager des solutions appropriées, un rapport d'état du système éducatif a été commandité et c'est le résultat de ces travaux qui est en discussion depuis ce matin à Ouagadougou. C'est un rapport qui fait le diagnostic du système éducatif sur l'ensemble de ses composants, donc du préscolaire jusqu'à l'université, et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire économique, démographique, du point de vue de la qualité, du point de vue des équités, des disparités, etc. Au nombre des défis, le dysfonctionnement, mais aussi les inégalités de plus en plus croissantes. Là où les défis restent très importants, c'est d'abord les défis d'équité. Les enfants des plus riches accèdent 3 fois plus à nos systèmes éducatifs que les enfants les plus pauvres. Et les enfants des plus pauvres, après le primaire, ils sont presque absents dans les autres niveaux d'enseignement. Cette réorientation, selon le ministre en charge de l'éducation, pourrait être en phase avec la politique éducative des nouvelles autorités, égalité de chances pour tous. Sont conviés à la réflexion des experts du domaine, mais aussi des partenaires techniques et financiers.
Je vous l'annonçais en titre, direction Tougan dans la région de la boucle du Mouhoun. Les jeunes du secteur 5 de la ville attendaient avec impatience l'ouverture officielle de la chasse pour s'adonner à une battue. Le plaisir de marcher, de courir et même de rater sa cible fait qu'ils sont toujours nombreux à prendre part à l'activité. Roger Kam et Tanga Kafando ont plus qu'assisté à cette battue du samedi. Reportage. Il est 10 heures au secteur 5 de Tougan et comme tous les jeudis et samedis, Marcel Drabeau rejoint le groupe des chasseurs avec un arsenal impressionnant. 5 chiens, une pioche et un gourdin. Du point de ralliement, le groupe investit la brousse. Il faut fouiller. Les moindres traces de rats sont repérées, les éventuels gîtes de lièvres sont visités. Après des kilomètres de marche, rien dans la gibecière. Seulement 2 lièvres levés, mais qui ont échappé aux canines des chiens et aux longs gourdins des chasseurs. Dans l'ambiance des chants des cigales, la marche continue, les fruits aussi. Et soudain, un lièvre surgit d'un buisson. Il trompe la vigilance de quelques chiens, mais pas pour longtemps. Le bruit alerte la colonne gauche de la troupe et sa vitesse ne suffit pas pour le sauver. Cette première prise galvanise l'équipe. Elle redouble d'ardeur et quelque temps après, un autre lièvre. Il n'a pas eu le temps de se sauver. Encerclé par les chasseurs et leurs chiens, il est pris vivant. Après une demi-journée de chasse et plus d'une dizaine de kilomètres parcourus, le décompte donne 6 lièvres, un chacal et un serpent. Mais il a fallu braver la soif, le soleil, les piqûres de guêpes et compter sur l'adresse des chiens et la générosité de la nature. En paysan, la chasse dans sa forme traditionnelle constitue un élément important de la culture. Au-delà de la viande que cela procure, vraiment c'est la tradition. Les gens pensent même que faire la chasse, c'est une coutume qui contribue au développement. Ça éveille la jeunesse et les jeunes se retrouvent dedans. Sa pratique relève souvent d'une obligation pour l'équilibre social, une véritable école, un canal de transfert de connaissances d'une génération à une autre. Les chefs de chasse, avant de décider de la journée de chasse, va consulter d'abord les ancêtres. Il consulte les ancêtres, il voit s'il n'y aura pas d'inconvénient à pratiquer cette chasse-là. Et après, s'il a eu cette réponse favorable-là, il annonce cela au chef de village et à son tour qu'il l'annonce au griot qui informe toute la population et maintenant il fixe la date de la chasse. Avec la réglementation actuelle de la chasse, cette forme traditionnelle tend à disparaître, mais les gardiens de la culture tiennent à la perpétuer. Les échos de la 9e édition du marché africain des arts du spectacle à présent à Abidjan, la culture burkinabé occupe une place de choix au sein du village artisanal. Les exposants espèrent que des contacts fructueux seront noués au cours de ce rendez-vous où se côtoient des artisans venus de toute l'Afrique. Le point avec Aouna Maré, notre envoyé spécial. Nous sommes dans la cour du palais de la culture de Treichville. Dans cette rue marchande, une centaine de stands ont été dressés pour les exposants. Un marché potentiel que saisissent les exposants burkinabés pour présenter des produits made in Burkina à côté d'autres exposants. Pour le moment, la clientèle vraiment nous fait confiance parce que ce n'est pas la première fois que je viens à Abidjan. Alors on a même des succursales ici à Abidjan. Alors les gens nous appellent et on les met en contact avec les représentants ici à Abidjan. Vraiment, le Massa, c'est une très bonne opportunité pour nous de mettre en marché nos produits et de se faire connaître plus. Nous sommes venus du Burkina pour présenter des chemises burkinabées, des boubous ensemble burkinabés et des tenues taillées du burkinabé à base d'enfants. Ce qui nous a amenés ici, c'est pour montrer aussi qu'au Burkina, il y a des excellences. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire son temps. Mais nous, on ne peut pas rester coincés sur nous pour dire que seulement c'est la Côte d'Ivoire. Pour ces premières journées, même si la clientèle arrive au compte-gouttes, les exposants espèrent tout de même faire de bonnes affaires. Les produits présentés proviennent de divers horizons et de divers secteurs d'activité. J'ai acheté des foulards, on a vu des boubous aussi. Et en tout cas, ça se passe bien. Oui, on a croisé des produits burkinabés, des produits ivoiriens, des produits du Bénin.
Bénin, du Sénégal. Outre ces produits, il est aussi prévu en marge de cette 9e édition du Massa une exposition sur les grandes musiques noires. Et pendant ce temps, les pronostics vont bon train dans la capitale béninoise. 24 heures après le déroulement du scrutin, les Béninois attendent l'annonce des premières tendances. Les regards sont donc tournés vers la Commission électorale nationale, alors que dans les rues, la tenue d'un second tour semble faire l'unanimité. Adama Guiti, Pascal Canet, reportage. En bonne position, alors ils le font savoir bruyamment dans les rues de la capitale économique du Bénin. Ce matin, au point des rencontres de taxi-moto, c'est la rue vers les journaux. Pas pour forcément les acheter, ils se contenteront plutôt des unes, mais cela suffit pour renforcer leurs convictions. Second tour ou chaos, le débat est houleux. Il n'y a pas chaos au pays. Non, c'est prévisible. Il n'y a pas chaos au Bénin. Ça, c'est déjà confirmé avant que les candidats même ont déposé leur dossier. Et ceux-là qui disent qu'il n'y a pas chaos, il y a bel et bien chaos. Après les sources d'information que moi j'ai, bon, ça dépend des sources d'information que j'ai, le chaos est bel et bien là. Mais s'il y a une chose dont tout le monde est d'accord, c'est le caractère pacifique du vote et la maturité du peuple béninois. Tous espèrent seulement que la situation se poursuivra ainsi jusqu'à la fin du processus. On a voté dans le calme total. Ça, il faut féliciter les Béninois pour ça. Ça ne se passe pas partout. Et aujourd'hui, malgré nos différences politiques, aujourd'hui, vous-même, vous voyez, vous constatez l'ambiance qui règne ici. Les médias béninois jouent un rôle important dans ce processus délicat et ils s'en tirent à bon compte. C'est ce qu'une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est venue constater. Nous sommes allés à 500 km d'ici, au nord précisément, à Parakou, à Abomey, à Niki, et pour voir comment la presse privée arrive à mettre en œuvre les mots d'ordre ou, si vous voulez, les décisions qui ont été prises par la HAC. Et parce que ça nous intéresse. S'il y a des insuffisances, et ça nous permet, nous aussi, de ne pas tomber dans les mêmes insuffisances. Et on s'est rendu compte que de ce côté-là, les choses se passent bien. Les yeux sont désormais tournés vers la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, afin qu'elle libère tout un peuple de l'attente. Et nous retrouvons Pascal Canet en direct de Cotonou. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Peggy. Alors, est-ce qu'à cette heure, des tendances se dégagent? Oui, Peggy Ouedraogo, ce soir, selon des sources non officielles, ce serait Lorraine Benzou, le candidat de la coalition au pouvoir, et son opposant principal, l'opérateur économique Patrice Talon, qui se dégagerait du lot. Et il est vrai que dans les bureaux de vote de Cotonou ici, Patrice Talon a fait une percée remarquable, ce qui explique les scènes de liesse que vous venez de voir. Nous nous acheminons donc vers un probable second tour, comme l'avait prévu beaucoup d'analystes politiques. Ces deux candidats sont suivis par un autre opérateur économique, Sébastien Abadjan. Mais Peggy, rappelons-le encore, ce sont des informations émanant des sources non officielles. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome ne s'est toujours pas prononcée sur ces résultats. Et donc, il faut donc attendre de voir. Et justement, Pascal, est-ce que cette commission électorale béninoise a-t-elle communiqué sur une proclamation prochaine des résultats? Oui, Peggy, hier soir, au cours d'un point de presse, le président de la Sénat a laissé entendre que son institution fera tout pour livrer les résultats provisoires dans de meilleurs délais. Par la même occasion, il a estimé que demain soir, probablement, les premières tendances pourront tomber. Donc, attendons de voir ce que la Sénat va nous annoncer demain. Merci à vous, Pascal Canet, donc, que nous avons retrouvé à Cotonou, notre envoyé spécial avec Adama Guiti. La commémoration de la journée internationale de la femme et la conférence de presse de la Sonabel sont les sujets commentés par les quotidiens de ce jour. La revue de la presse, c'est avec Touobouam Evelyne Dabiré. Le cauchemar de l'année passée ne sera pas vécu en 2016, annonce Notre Temps. Ces propos sont du directeur général de la Sonabel qui a confirmé au cours d'une conférence de presse que la situation en fourniture d'électricité devrait être meilleure que l'an passé. Mais que signifient les coupures de ces derniers jours?
À cette interrogation, la Sonabel a laissé entendre dans les colonnes du journal Le Quotidien ceci. Les coupures d'électricité constatées dans la ville de Ouagadougou et sa région ces derniers temps ne sont pas dues au délestage. Et cette structure poursuit. Les gens pensent que c'est le début des délestages, mais il ne s'agit que des perturbations constatées sur les installations programmées ce mois. Mais les délestages et coupures seront maîtrisés en 2016, confie le directeur de cette structure à Aujourd'hui au Faso. À ce propos, des mesures sont prises qui sont entre autres la remise en l'état des équipements de production, de transport et de distribution et enfin la location de groupes thermiques qui seront disponibles courant avril 2016 pour pallier le déficit de la pointe 2016, écrit Le Pays. Autre actualité, la commémoration du 8 mars. Sidoaya annonce que la foire du 8 mars a ouvert ses portes le samedi 5 mars 2016 au siège du FESPACO et devrait se poursuivre jusqu'au 8 mars. Ce quotidien revient sur les vœux des femmes et affirme qu'il faut traduire le thème de l'édition 2016 de la Journée internationale de la femme en réalité. Et pour le quotidien d'État, pourvu que la guerre des pagnes ne prenne pas le dessus sur le sens et l'essence de cette célébration, des pagnes imprimés dont le logo et le thème diffèrent de ceux du pagne national, informe l'observateur Palga, qui interroge alors « Quel pagne faut-il nouer au juste ?» Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.